Alors il est où le verger? Ne le savent pas. Bonjour messieurs, dames, je vous remercie d'être venus ce soir à la conférence donc, de Spartacus suite à l'élection présidentielle de 2022 où nous avons vu la défaite donc, des partis de droite et de gauche. Et je tenais à vous remercier donc d'être venus et je tenais à vous donner encore une fois ma gratitude pour ce que vous avez fait pour l'élection, votre impartialité, ce qui n'a pas toujours été le cas avant l'élection de M. Macron. Et donc à l'Élysée, donc M. Macron avait souhaité vous mettre dehors de l'Élysée. Et donc je vous remets dans l'Élysée avec une salle propre à vous, toute la presse présidentielle et parlementaire. Voilà. Je tenais aussi à vous signifier que dans les années 50, il y a eu un abbé, l'abbé Pierre, qui a dit cette phrase un peu cinglante, qui a dit « Si nous étions en guerre, on trouverait l'argent pour pouvoir faire cette guerre. » Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre un système politique, économique, social, qui détruit peu à peu la France et le monde entier. Ce n'est pas sans raison qu'il y a au Chili, au Liban, en Irak, dans d'autres pays encore, des problèmes, des soulèvements populaires. Ça fait suite à des graves disjonctions dans le système politique de tous ces pays-là. Donc, il faut remettre de l'ordre dans notre État et faire conduire notre politique qui soit sociale, économique et écologique, surtout écologique. Donc, s'il y a des questions, je vais commencer à les prendre. Merci. La première question. Alors, cher Président, avec cette forte mobilisation des masses populaires qui vous a élu, est-ce que vous pensez que ça peut durer un bon moment? Il est exact que la France populaire s'est votée massivement donc, pour Spartacus. La France populaire a rejeté donc, aussi bien donc, les extrémistes que la droite traditionnelle pour se battre pour un programme. Si, comme M. Macron a été élu, il a trompé ses électeurs, M. Hollande a fait pareil, et M. Sarkozy aussi. Tous ces gens-là ont fait une politique plutôt de droite, en favorisant donc les élites économiques de notre pays. Il faut donc, pour le peuple, tenir nos engagements, c'est-à-dire remettre dans la société donc, les services publics, aussi bien les hôpitaux, les écoles. Donc aller vers cette France qu'on a connue avant et qu'on a peu à peu détruit pour faire de l'argent, toujours de l'argent. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ma foi, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors je me présente, Louise Michel du journal La Franchise de Nouvelle-Calédonie. Monsieur Macron a demandé l'asile politique à la Suisse. Croyez-vous que Genève donne suite à la demande d'extradition demandée par le parquet? Monsieur Macron, oui. Il est exact que le parquet a mené une enquête pour violence policière aggravée par personne dépositaire de l'ordre. Monsieur Macron, son gouvernement, avec monsieur Castaner, ont abusé de la violence contre des gens qui exprimaient une justice sociale. On a vu des gens qui étaient éborgnés, d'autres amputés, d'autres blessés gravement, et cela en toute impunité. L'IGPN n'a pas su ou n'a pas voulu faire des enquêtes normales. C'est normal, c'est-à-dire en retrouvant les coupables. On s'est intéressé donc des coupables et on a plus ou moins amnistié la police. Si on veut rétablir la confiance entre la police et la population française, il faut que l'IGPN fasse son travail dans toute impartialité. Donc, sur ma recommandation, le ministre de l'Intérieur a revu entièrement la hiérarchie donc, de l'IGPN pour refaire donc, un service plus juste par rapport aux enquêtes menées. Voilà. Toujours sur le même sujet, M. Édouard Philippe est protégé par immunité parlementaire. Demanderait-il la levée de son immunité? Alors, cela fait des années que l'Europe demande que le parquet, comme le siège, la justice, soit indépendante du pouvoir politique. Donc la loi qui va être prochainement programmée va supprimer le lien
qui existe depuis des années entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Donc on va faire une coupure. Donc si M. Philippe est apparemment appelé comme témoin assisté dans l'enquête contre les violences, c'est non pas en mon nom, c'est des juges impartiaux qui mènent cette enquête. Donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Tout comme je voudrais rajouter que, par exemple, pour l'affaire Adama Traoré, je tiens personnellement par contre à que l'enquête soit réouverte. Voilà. Une autre question, s'il vous plaît? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je me présente, Don Diego de la truite agile de Los Angeles. Monsieur le Président, vous qui avez suspendu, on va dire, de manière unilatérale le CETA, quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? Et, en quelque sorte, allez-vous dénoncer aussi les accords du Mercosur? Oui. Alors, tous les accords qui ont été passés entre différents pays sont des accords qui prônent le libre-échange. Je suis pour les échanges entre pays. Mais il faut tenir compte de la situation présente aujourd'hui, donc et de la crise écologique. Plus on va vers le libre-échange, plus on va accroître cette crise écologique. Donc, je suis pour donc, les circuits courts et non pas des échanges entre la Chine et la France. Si on peut produire en France ce qu'on peut trouver, nous produire. Ensuite, le CETA, comme tous les traités, il y a les tribunaux arbitraux qui sont donc une mainmise du privé sur les États. Et on va se retrouver un jour devoir plier sur les multinationales qui font appel à ces tribunaux arbitraux. Donc il est impossible de plier. Il faut que l'État retrouve sa pleine jouissance de ses pouvoirs régaliens. Et donc je m'oppose fermement au CETA et à tous les traités comme le Mercosur qui mettent en danger aussi bien l'agriculture française que la vie de nos citoyens par des produits, par exemple, sur le bœuf aux hormones. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, Monsieur le Président. Bartolomeo Vanzetti, du média alternatif Le Rire Jaune. Monsieur le Président, vous avez levé le secret défense sur l'affaire du Karachi. Qu'en attendez-vous? L'affaire Karachi a débuté il y a des années et est une honte pour notre société. Il y a des familles à Cherbourg qui pleurent leurs défunts et la justice n'a pas su y répondre correctement. Cette affaire a débuté parce que des gens ont voulu s'enrichir ou mettre de l'argent de côté pour leur campagne électorale. Actuellement, ce genre de pratique est prohibé, interdite, et je tiens pour l'honneur de ces familles, l'honneur de la France, que toute la lumière soit faite sur les affaires, donc de l'affaire de Karachi, et qu'une enquête aussi là aussi impartiale soit menée pour donner la pleine vérité à cette affaire. Voilà. D'autres questions? Oui, Rosa Luxembourg du journal Le Hérisson Pionnier de Berlin. Bonsoir. L'amnistie générale pour tous les gilets jaunes a provoqué un malaise au sein de la police. Ne craignez-vous pas une grogne parmi ses effectifs? Oui. Alors ça fait aussi des années que la police est en porte-à-faux par rapport à la société française, même si une partie non négligeable lui apporte son soutien. La crise a commencé entre la police et la société française à partir des années 2000, lorsque M. Sarkozy a demandé donc le chiffre, la politique du chiffre. Donc on s'est désengagé des quartiers, on a fait donc une politique répressive et non pas préventive, ce qui a causé donc dans les quartiers un grand désaccord avec le reste de la population. Ces quartiers donc ont été paupérisés, abandonnés, et le seul moyen que la police ou la justice avait, c'était le Karcher. Donc on va revenir à cette politique du Karcher, on va revenir vers les gens, on va réouvrir des commissariats, ce qu'on appelait avant les hirondelles, pour que la confiance de nouveau soit rétablie entre la population en général et sa police, qui ne sont pas tous des brutes, comme on pourrait le croire. Mais par contre, il faut ceux qui ont commis des actes répréhensibles soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Il fut un temps où M. Serge Moiti, quand il était jeune, avait mené donc une enquête dans le commissariat de police, et on leur expliquait à ces jeunes policiers qu'ils devaient rester irréprochables et qu'aucune faute ne sera acceptée. Ils devaient être meilleurs que les meilleurs Français qu'on puisse trouver. Donc je voudrais que, de nouveau, la police soit encore meilleure qu'elle n'est aujourd'hui et qu'elle soit irréprochable. Voilà. Merci. Miguel de Cervantes du journal espagnol El Despertar d'Espiero de Madrid.
La Commission européenne s'inquiète de votre position sur les travailleurs détachés. Irez-vous à la confrontation avec celle-ci? Aujourd'hui, la Commission européenne qui a été donc élue il y a quelques années est sous la mainmise donc de partis libéraux et de droite. Les travailleurs détachés sont des gens qui partent de chez eux pour venir en France où on verse les cotisations sociales dans leur pays. Je trouve que tous les travailleurs, qu'ils soient de France, de Navarre ou d'ailleurs, doivent être rémunérés pour leur juste travail et payer des cotisations pour leur juste ce qu'ils ont accompli. On ne doit pas donc verser des salaires moins importants ou des cotisations moins importantes. Ça va favoriser donc les multinationales qui vont s'engouffrer dans la brèche et donc faire venir les travailleurs qui sont sous-payés pour profiter du système. Plus on ira avec des travailleurs qui seront de moins en moins payés, où les cotisations seront moins importantes, on va paupériser la population française. Donc il faut remettre des cotisations normales pour tous les travailleurs, qu'ils soient aussi bien roumains que français que polonais, et arrêter ce grand n'importe quoi au niveau des travailleurs de tous les pays européens. Donc je m'opposerai effectivement à la Commission européenne. Il y a dans la Commission européenne des traités, le plan A, le plus général, et le plan B. Donc on fera valoir notre opting out si la Commission européenne n'abonde pas dans notre sens en arrêtant donc cette paupérisation des travailleurs en général. On ira à la confrontation, oui je le confirme, il n'y a aucun problème avec ça. Quitte à provoquer donc le président de la Commission ou la présidente. Voilà, Ursula von der Leyen. Une autre question? Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Emma Goldman du journal Le Globe-Trotter de Toronto. Certains groupes au Parlement européen soutiennent votre initiative d'instaurer dans les 6 mois la taxe Tobin. Cela ne va-t-il pas affaiblir la situation de la France au sein de l'Europe? La taxe Tobin est un vieux rêve de gauche, on peut dire ça comme ça, où l'argent va au plus offrant. Alors la taxe Tobin, le début a commencé avec, sous le septennat de M. Mitterrand, avec 2 lois essentielles pour lui, c'est-à-dire le libre marché des monnaies, de la finance, et la mise en commun donc, des banques de dépôt, des banques d'investissement. Donc la libre circulation de l'argent a fait que l'argent se déplaçait là où on trouvait le plus offrant. C'est pas ce que je réclame. Ce que je réclame, c'est que tous les mouvements financiers soient taxés à hauteur de ce qu'ils devraient être et à arrêter l'évasion fiscale, retrouver notre pleine autorité sur les mouvements financiers et arrêter cette vagabondage des monnaies. Donc effectivement, je m'y opposerai et donc il y a un projet de loi prévu donc, en septembre pour éviter, donc mettre en place la taxe Tobin. J'insiste pour que cette taxe soit mise au niveau européen. Parce qu'il faudrait que la France comprenne enfin qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On devrait servir pour le reste de l'Europe comme une lumière. La France est maintenant 5e puissance économique. Les États-Unis et la Chine se battent. Il faudrait que la France ne retrouve pas sa puissance, c'est impossible, mais reprenne le sens du siècle des Lumières. On donne au monde une nouvelle impulsion pour qu'il soit meilleur, aussi bien économique qu'écologique. Voilà, donc effectivement la taxe Tobin va essayer d'être mettre en place pour le bien de tout le monde. La taxe Tobin, donc ça va un certain pourcentage donc, sur les transactions financières représenteront des milliards. Il est évident que ces milliards, on devrait les investir donc, dans les hôpitaux, les écoles, pour les services publics. On ne peut pas à la fois dire tout et son contraire. Donc les gens qui étaient, M. Macron, se plaignaient qu'il n'y avait plus d'argent, mais il laissait filer l'argent. Donc on va reprendre cet argent et le remettre dans les services publics. En refaisant ça, on va redonner confiance à tous les gens dans les quartiers, dans les villages, partout. Voilà. D'autres questions? Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Mohanda Gandhi, de Radio Ahimsa de Bombay. Oui. La subvention que vous avez accordée à l'ONG SOS Méditerranée a provoqué un incident diplomatique avec l'Italie et la Hongrie, qui vous reproche donc de faciliter l'immigration illégale. Allez-vous revoir cette politique? On ne va pas revoir cette politique. La France donc est la 5e puissance mondiale.
Aujourd'hui, peut-être que demain sera la 6e. Par contre, c'est le pays des droits de l'homme. Et ça, on ne pourra jamais lui retirer. Il ne suffit pas de dire que l'injustice est partout et pas y donner réponse. Les bateaux, les gens ne partent pas de chez eux pour s'amuser, parce qu'une situation économique est arrivée catastrophique pour eux. De plus en plus, on aura des migrations liées au climat. Les Français bénéficient donc d'un certain confort. On le doit, ce confort, à des pays du tiers-monde où on leur a pris leur richesse, on leur a pris le cobalt ou le coltan, des minéraux, pour notre propre bénéfice. Si ces gens-là viennent chez nous, ce n'est pas pour s'amuser, parce qu'on leur a pris leur richesse. Donc il faut maintenant revoir toute la politique européenne, française, européenne et mondiale, pour ne pas appauvrir ces pays et donner au moins à ces gens en Afrique l'espérance que leur condition va s'améliorer. Si on les appauvrit un peu plus, ils vont continuer à venir chez nous. Donc effectivement, j'ai donné donc maintenant le bateau de SOS Méditerranée à le pavillon français, j'en suis fier. Peut-être que ça va nous porter tort, des gens vont s'y opposer, mais je continuerai cette politique des droits de l'homme, des droits humains. Donc voilà, je continuerai à soutenir donc SOS Méditerranée au mépris donc peut-être de ce que peuvent dire certaines personnes, comme le président hongrois ou d'autres pays. Voilà. Une question? J'aurais une autre question, votre nom. Vous voulez changer le statut des hauts fonctionnaires. Ne vous attaquez-vous pas à un problème insurmontable? Alors les hauts fonctionnaires, on a souvent critiqué en France les députés. On voulait réduire le nombre de députés ou de sénateurs. L'ancien président a essayé de s'y attaquer. Qu'on ait 500, 300, 200 ou 50 députés, s'ils sont liés au pouvoir, ça ne changera rien. On le fait en général par souci d'économie. Alors les hauts fonctionnaires, ils sont quelques milliers en France. Ils ont des statuts très avantageux, aussi bien pour leur retraite que pour s'ils sont hors cadre ou détachés. Et donc c'est là où il faut s'attaquer aux problèmes financiers. Il faut leur montrer que la France est une indivisible et que eux, ils ont aussi un travail, un poste, tout ça, mais qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'avantages extraordinaires. On doit revenir à des choses normales. Et donc les 2000, 3000 ou 10 000 fonctionnaires qui touchent des salaires mirobolants verront leur salaire diminuer de façon conséquente pour montrer qu'en France, on s'attaque réellement au problème de la pauvreté. On doit donner l'exemple. L'exemple commence toujours par en haut et il descend vers le bas. On ne peut pas dire faites ceci, faites cela si on ne commence pas par en haut. Donc effectivement, je m'attaquerai. Il se peut que certaines fonctionnaires démissionnent. Je m'attaquerai aussi au fait que les fonctionnaires commencent à l'ENA et 3 ou 4 ans plus tard, ils vont dans le service au privé. Ils font comme ça l'aller-retour privé-public, public-privé. L'ancien président, M. Macron, a eu quelques problèmes avec ses conseillers, comme M. Collère, qui a été à droite, à gauche, partout, et privé, public. Et donc ceci doit s'arrêter. On choisit la place où on veut être. Dans le privé, il n'y a pas de problème. Dans le public, on ne va pas comme ça faire des mutations pour se promener à droite ou à gauche. Ça sera maintenant répréhensible. On arrêtera donc ce copinage entre le privé et le public. Voilà. Bonsoir Monsieur Spartacus, Dimas Le Bon-Larron, reporter au journal Notre Jour Viendra, un journal vendéen. 2 questions. Pourriez-vous annuellement nous transmettre vos dépenses pour votre fonction? Donc il y a M. Rosière qui s'occupe donc, c'est M. Sarkozy, l'ancien président, qui a demandé donc que les comptes de l'Élysée soient scrupuleusement étudiés. Donc il y a en France, il y avait jusqu'à maintenant une omerta sur les fonds privés de l'Élysée. Donc on s'en tiendra au centime près. C'est-à-dire qu'aucun ministre, secrétaire d'État, n'aura à sa disposition des fonds privés pour sa propre gouverne. Donc fini le temps des homards et de Saint-Émilion. Donc effectivement, tous les 6 mois, tous les ans, on peut fixer une date, on donnera les comptes précis de nos dépenses. Et on va s'attacher à que nous aussi nous donnions l'exemple aux Français. Et donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo, à l'Élysée, au fond d'Élysée, on va faire un jardin biologique. Parce que la transition écologique, ça ne commence pas à 20 km au sud de Paris ou au nord, ça commence déjà à Paris même. Voilà.
Alors, ça va suivre un petit peu notre deuxième question. Oui. Monsieur le Président, pouvez-vous nous jurer que vous serez incorruptible envers les pressions de certaines coteries et de certains lobbies, dont les pharmaceutiques, agroalimentaires et les pays étrangers, etc., etc., parce que la liste est longue. Alors je vais vous faire une petite confidence. Il se trouve, peut-être que vous savez ou vous ne savez pas, je suis un enfant de l'assistance publique. C'est ce qui me vaut d'être peut-être incorruptible, mais au moins d'aimer la justice. Il se trouve quand ma mère adoptive est décédée, j'ai refusé son héritage. Parce que malgré le fait qu'elle m'ait adopté, l'amour qu'elle m'a porté n'était pas aussi énorme que je m'y attendais. Nous n'avons pas été heureux ensemble, disons. Donc je serai incorruptible, au moins pour cette raison. Je veux que l'argent soit dépensé de façon honnête. Et je ne veux pas de sous-table, quelque chose comme ça. Donc pour là-dessus, ça sera négatif. Vous pourrez avoir confiance, vous pouvez vérifier. Voilà. Il y a eu des personnes dans l'histoire, dont un Américain du Sud qui est resté 12 ans dans un trou. Et alors je crois que c'est Pépé ou Toto, je ne me souviens plus de son prénom. Et cette personne-là est devenue président de l'Uruguay. Absolument. Il vivait dans sa ferme de campagne et il touchait le minimum. Et bien on fera pareil. Et bien c'est très bien, vous répondez avec voilà. Et donc il est parti comme il est venu, comme Spartacus, comme Kolokotronis. C'est des gens qui avaient le plaisir de rendre le monde meilleur, pas pour eux mais pour tous les Français. Donc on va essayer de s'attacher à cette table immense, parce que depuis 20 ou 30 ans, la France vit des heures catastrophiques. Pour les gens qui sont au pouvoir sont un peu les serviteurs du grand capital, qui font du profit sans limite, sans contrainte. Donc ce temps-là est révolu, au moins parce qu'il y a une crise écologique et sociale et qu'il faut y répondre. Voilà. Merci. Voilà. Vous répondez à deux mes questions. Donc voilà, donc c'est une question qui est arrivée subrepticement. Donc il est évident que cette vidéo n'est que le fruit de mon imagination ou de la vôtre. Mais nous sommes des millions de Français, gilets jaunes, à s'être battus le 17 novembre. Si on ne veut pas perdre le profit de notre lutte d'1 an, il faut relever encore les bras, se battre toujours et encore, parce que notre ennemi, ce n'est pas la finance, comme disait Macron, c'est tous les gens qui sont en haut. Et il ne faut jamais accuser ceux qui sont en bas, le voisin parce qu'il est plus pauvre que vous, qui vient d'étranger, ou le plus pauvre parce qu'il profite du système. Ceux qui profitent vraiment du système, c'est ceux d'en haut. Donc ceux d'en haut doivent commencer à s'inquiéter quand ceux d'en bas vont commencer à dire stop, on arrête là. Donc voilà. Donc on va espérer qu'en 2022, ce ne soit pas des partis extrémistes qui sont au pouvoir, mais ce soit le peuple qui soit vraiment au pouvoir, et faire donc une société qui soit plutôt participative que représentative. C'est-à-dire que les députés sont en général soumis à leur parti, alors que si c'est participatif, c'est les gens de la base qui décident pour eux-mêmes ce qui est bon. Voilà. Donc 2022, c'est un rêve, mais on va faire en sorte que ce soit une réalité. Donc je vous remercie bien et puis à bientôt. Je vous remercie. On applaudit.